Donc aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, ça serait les tendinopathies achilliennes. Il sera présenté par Madame Houda El Hello, kinésithérapeute du sport, kinésithérapeute de l'équipe nationale d'athlétisme du Maroc. Salam alaikum, Oussama Kandi. Donc j'ai envoyé une invitation à Madame Houda El Hello qui va nous rejoindre dans quelques instants. Très bien. Et là Bonjour. voilà, Houda El Hello qui vient de nous rejoindre, kinésithérapeute du sport, kinésithérapeute de l'équipe nationale d'athlétisme, qui va nous parler aujourd'hui des tendinopathies achilliennes, un sujet très important et en perpétuelle effervescente. Toujours, il y a du nouveau, il y a de l'actualité dedans. Et je remercie Houda El Hello pour sa participation avec nous dans les lives. Également, il faut citer que Houda El Hello est la présidente de l'amicale des kinés du sport au Maroc, une association qui n'arrête pas de promouvoir la kiné du sport au Maroc. Et je salue vraiment tous les efforts déployés par tous les collègues au sein de l'association. À vous la parole, Houda El Hello. Bonsoir Smaïl, bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Je remercie tous les membres de l'AMTN, toi et Younes et Hassan. Alors aujourd'hui, effectivement, on va parler de la tendinopathie achilléenne chez le sportif. Elle est fréquemment rencontrée dans le milieu sportif. Elle est souvent nommée à tort tendinite, qui signifie inflammation du tendon. Plusieurs études histopathologiques ont pu montrer que les phénomènes inflammatoires ne sont pas toujours présents et que les lésions tendineuses sont la plupart du temps dues à une hypersollicitation du tendon. Donc, les contraintes excessives et répétitives qui sont imposées par la pratique sportive deviennent trop fortes et dépassent la capacité de la résistance du tendon et provoquent alors des lésions de surutilisation. Donc, on peut dire que l'hypersollicitation du tendon est une cause principale de la tendinopathie achilléenne. Il y a aussi d'autres facteurs qu'on peut les regrouper en deux groupes, en deux parties, des facteurs intrinsèques et des facteurs extrinsèques. Alors pour les facteurs extrinsèques, pour les facteurs extrinsèques, donc ils sont liés aux éléments extérieurs. Il y a l'augmentation brutale de la charge du travail, surtout au début de la saison et au retour après une blessure. Il faut faire très attention à cela. Le matériel inadapté, ça peut être la surface du jeu, ça peut être les chaussures, le choix des chaussures, des modifications des habitudes d'entraînement, des facteurs climatiques, des mauvais gestes techniques, des foyers infectieux comme des caries dentaires, une hydratation insuffisante, un manque de sommeil, une consommation de certaines maladies comme les fluoroquinolones et les corticoïdes qui fragilisent le tendon. Et il y a aussi des facteurs qui sont intrinsèques, qui sont liés au sportif lui-même et à sa morphologie. Donc, pour ces facteurs, on peut citer l'âge, le sexe, la surcharge pondérale, les perturbations métaboliques comme le diabète, l'hypoextensibilité. Donc, un muscle qui est hypoextensible va tirer sur le tendon, donc il va le mettre plus en tension. Une limitation de la flexion dorsale. Aussi, c'est la même chose. Donc, le tendon, il est court et il y a risque de cassure des fibres. L'inégalité des longueurs des membres inférieurs, un déséquilibre musculaire, des déformations anatomiques, pour les pieds, les déformations des pieds, du genou et aussi l'hyperpronation du pied. Ça a été un facteur qui déclenche la tendinopathie achilléenne surtout. Très bien, très clair, très explicite, Houda. Je peux continuer. Donc. Oui, merci. Ok. Donc, en fonction de la structure atteinte, on peut avoir soit une paraténonite. Donc là, je parle de paraténonite et non pas de la ténosynovite parce qu'on parle du tendon d'Achille qui ne possède pas de la gaine synoviale. Il y a aussi la tendinose, c'est une pathologie qui est dégénérative du tendon qui induit une désorganisation du collagène. Elle peut atteindre soit le corps du tendon, et là on parle d'une tendinopathie corporéale, comme ça peut être au niveau des
des zones d'insertion et on appelle ça l'entésopathie. Alors, il existe différentes classifications pour identifier le stade de l'atteinte tendineuse. La plus connue, c'est celle de Blasina. On distingue 4 stades. Alors, le premier stade, la douleur, elle est essentiellement après l'effort, sans répercussion sur l'activité sportive. Le stade 2, la douleur, elle est pendant l'effort, elle disparaît après l'échauffement, donc quelques minutes après l'échauffement, donc ça disparaît, et elle réapparaît au repos. Le troisième stade, la douleur, elle est permanente lors des activités sportives. Elle entraîne soit une limitation de l'entraînement, soit un arrêt de l'activité sportive et une gêne dans la vie quotidienne. Le stade 4, c'est la rupture tendineuse. Très bien. Alors, pour comprendre le processus pathologique qui se produit, Cook et Purdam, en 2009, ont décrit 3 stades d'atteinte du tendon. Il existe une continuité entre ces stades-là, je vais les citer après. Alors, le premier stade, c'est la tendinopathie réactive. C'est quoi cette tendinopathie réactive? C'est une réponse proliférative, non inflammatoire, qui se produit après une surcharge aiguë due à des forces de traction et de compression. Alors, l'épaississement du tendon, il est dû à l'augmentation de la teneur en eau dans la matrice. Des études par imagerie ont montré à ce stade-là que l'épaississement, qu'il y a juste un épaississement léger et les fibres de collagène restent intactes. Donc, à ce niveau-là, il suffit de placer l'athlète au repos et réduire la charge et ça va se rétablir. Donc, il n'a pas besoin d'effectuer ou bien de faire un programme de rééducation comme ce qu'on va voir après. Pour le deuxième stade, c'est la détérioration tendineuse. Donc, le tendon, il continue à subir des contraintes excessives dans ce stade-là. La structure commence à changer avec une grande désorganisation de la matrice, une grande désorganisation des fibres du collagène, ce qui va modifier la capacité de la charge du tendon. Le troisième stade, la dernière phase de ce continuum, c'est la tendinopathie dégénérative. On retrouve de multiples changements de structure tendineuse qui va diminuer la capacité de résistance du tendon. Très bien. Alors, on va passer maintenant au diagnostic. Donc, pour le diagnostic, on commence toujours par l'interrogatoire, bien sûr, pour localiser la douleur, voir l'intensité, donc selon l'échelle visuelle analogique. La date de l'apparition du premier symptôme, c'est important parce que des fois, le sportif, il peut supporter une petite douleur. Et on va alors dépasser la phase, la tendinopathie réactive. Donc, ce retard-là va entraîner d'autres changements au niveau de la structure du tendon. Et ça va retarder la cicatrisation ou bien la guérison. Le mode d'installation, est-ce qu'elle est progressive ou brutale? Les antécédents, est-ce qu'il s'agit de la première lésion ou bien c'est une récidive ou bien il y a eu d'autres blessures? Et aussi identifier des facteurs de risque que j'avais déjà cités. Surtout, est-ce qu'il y a eu un changement brutal de l'activité et est-ce qu'il y a un changement est-ce qu'il a changé la chaussure? Des fois, le sportif, même professionnel, il a des chaussures qui sont de bonne qualité. Mais des fois, il a l'habitude, par exemple, de s'entraîner avec des chaussures avec des semelles qui sont hautes et après il change la chaussure même si elle est de bonne qualité, mais la semelle elle n'a pas la même hauteur et donc ça peut entraîner des blessures. Donc il faut bien choisir la chaussure, ça aussi c'est très important. Très bien. Et dans un second temps, le diagnostic doit répondre à la triade clinique, la triade douloureuse symptomatique de la tendinopathie, une douleur à la palpation. Alors, pour rechercher, pour pouvoir palper le tendon, donc on peut placer le patient en déclus ventral, les pieds en dehors de la table, en position neutre. Et là, on va palper tout le tendon, voir où ça fait mal et aussi voir aussi l'intensité de la douleur selon l'échelle visuelle analogique. Et aussi, on peut rechercher est-ce qu'il y a des nodules.
Donc, on peut mettre, on peut palper, donc on va sentir qu'il y a des nodules ou pas. On va voir aussi est-ce qu'il y a un gonflement, la température locale. Donc, tout ça, on peut le faire à la palpation. Et on va rechercher aussi une douleur à l'étirement. Donc, on peut étirer le muscle en étant toujours en décutis central et avec genou tendu, genou fléchi. Et on va rechercher aussi une douleur à la contraction résistée. On continue notre examen par des bilans kinésithérapiques. Donc, on peut faire le bilan articulaire pour voir est-ce qu'il y a des restrictions articulaires. On peut faire aussi des tests pour voir est-ce qu'il y a une hypoextensibilité du triceps sural. Donc, il y a un test qui est facile à effectuer. Donc, on peut placer le patient debout et il est contre le mur. Donc, le genou atteint, il est en arrière et le genou il est contre le mur. Donc là, il va effectuer un étirement et on va mesurer la distance orteil-mur. Là, c'est pour le gastrocnémien. Et pour le solaire, là, on va changer. Donc, le genou sain doit être contre le mur et il va faire l'étirement. Et on va également, avec le genou fléchi, on va également mesurer la distance orteil-mur. Ça d'une part. Puis on peut examiner la hanche, le genou, la cheville, voir l'alignement des membres inférieurs. Et on peut faire un examen fonctionnel. C'est le score VISA 1. Alors ce score, c'est de l'Institut victorien d'évaluation du sport d'Achille. Alors il y a 2 scores normalement. Il y a VISA A et VISA P pour le tendon patellaire. Alors c'est un autoquestionnaire anglophone, mais qui a été traduit en français. Il est valide. Depuis 2016, donc il y a une étude française qui a validé ce test, la version française. Ce questionnaire, il est facile à réaliser, il est fiable et valide. Il permet d'évaluer les symptômes de la tendinopathie et leur retentissement sur les activités physiques quotidiennes et sportives. Il contient 8 questions liées à la douleur, la fonction et l'activité. Les 7 premières questions sont notées sur 10 selon l'échelle visuelle analogique et la dernière sur 30 points. Le score, il varie de 0 à 100. Un score de 100 correspond à un sujet asymptomatique. Donc, ce questionnaire va nous permettre d'évaluer aussi l'évolution de la tendinopathie. Donc, c'est à refaire plusieurs fois pour voir l'évolution de la maladie et du traitement aussi. Alors, il y a aussi il y a pas mal de pathologies qui peuvent entraîner une douleur au niveau de l'insertion tendineuse, mais il ne s'agit pas de la tendinopathie achilléenne. Ça peut être soit une fasciite plantaire. La douleur, généralement, elle est au niveau du talon, mais au niveau du talon, mais elle peut monter jusqu'au tendon. Donc, ça peut fausser le diagnostic. Une fracture de stress du calcanéum. La maladie de Haglund aussi, c'est une malformation du calcanéum. Donc, le calcanéum, il est saillant et il agresse le tendon. Donc, il peut y avoir un conflit entre le tendon et le calcanéum, comme il peut y avoir un conflit entre le calcanéum et la chaussure. Il y a aussi la maladie de Sever ou apophysite postérieure calcanéenne. C'est une pathologie de croissance qui se localise sur la zone d'insertion du calcanéum. C'est comme le cas d'Osbuchlätter et Sinding-Larsen au niveau du genou. Donc, c'est une pathologie de croissance. Il y a aussi les bursites et il y a aussi la rupture tendineuse. Donc, pour la rupture tendineuse, il y a des signes qui sont indicateurs, des signes pathognomoniques, comme le signe de Thompson. Donc, le sujet, il est placé en décutis central, les pieds en dehors de la table. Et là, on va faire une pression au niveau des mollets. Et normalement, si on a un tendon qui est intact, il va y avoir une réponse, donc une flexion plantaire. S'il n'y a pas de réponse, ça veut dire que le tendon, il est rompu. Il y a aussi le signe de Prunet. En laissant le patient dans cette position-là, il y a pas l'équinisme, l'équin physiologique qui n'est pas là.
Alors normalement, dans cette position, il doit y avoir un petit écart qui est physiologique. Ça, c'était pour le diagnostic différentiel. Maintenant, il y a des examens qui sont complémentaires, qui peuvent confirmer la pathologie. C'est l'échographie, c'est un examen de première intention, et aussi l'IRM. Alors, l'IRM permet d'observer de manière précise les lésions tendineuses et peut également exclure d'autres pathologies. La radiographie aussi peut exclure d'autres pathologies. Donc, avant de commencer le traitement, est-ce qu'il y a des questions? Tu es très explicite, Oda, d'après ce qu'il dit Touria. Il y a une question dans l'examen. Comment différencier entre une tendinopathie et une bursite achillienne? Alors, la bursite achillienne, il y a une douleur au niveau du tendon, oui, mais ce n'est pas l'examen clinique qui va l'identifier. Il faut faire d'autres examens complémentaires. Complémentaires pour la bursite, c'est ça. Oui. Il y a quelqu'un qui pose une question. Je n'ai pas bien compris la question. Et il dit combien de questions on pose pour évaluer la tendinopathie? Pour le questionnaire, je pense qu'il parle du... Le questionnaire, il y a 8 questions. 8. 8 questions. 8 questions. Très bien. 8 questions et le score, il est à 100. Donc, les 7 premières questions sont notées à 10. Et la 8e question, elle est notée à 30 parce qu'il y a déjà 3 questions dans la 8e question. Très bien. 3 sous-catégories de questions dans la 8e question. Exactement. C'est bon, il a dit oui exactement, donc il a eu sa réponse. C'est de Leader Fitness MBK. Donc, c'est tout. On a 2 questions. Tu as répondu à ces questions. Tu peux continuer. OK. Très bien. J'espère que je ne parle pas... C'est très clair. Suis pas... Non, c'est très clair. C'est très clair. Tu es carré, simple, clair et tout. C'est excellent. Parfait. Donc, maintenant, pour le traitement. Donc, je ne vais pas parler du traitement médical. Donc, je vais aller directement au traitement kinésithérapique. C'est ce qui nous intéresse le plus. Ouais. Alors, la tendinopathie achilléenne, c'est une pathologie de surutilisation. Peut-être il y en a certains qui leur intéressent les infiltrations. Non, je ne peux pas répondre. Il y a des études controversées, il y a beaucoup de débats. Donc, pourquoi je parle pour les infiltrations? Les gens intéressent pas. Vas-y. Donc, pour le traitement, donc, on a dit que la tendinopathie achilléenne est une pathologie de surutilisation. Donc, la première chose à faire, c'est d'éviter les gestes traumatisants. Donc, placer le sportif au repos relatif et jamais un repos complet chez un sportif professionnel. Et aussi, il faut éviter l'immobilisation. Donc, éviter les gestes nocifs ne veut pas dire bander le tendon ou bien l'immobiliser. Parce que l'immobilisation va provoquer une atrophie musculaire, une diminution de la vascularisation qui va retarder la cicatrisation, aussi une diminution des capacités de résistance du tendon et une désorganisation structurelle des tissus. La prescription des talonnettes peut être utile. Ça permet de décharger le tendon. Et on avait dit aussi que la douleur est le maître symptôme de la tendinopathie. C'est le premier symptôme que l'athlète relate. Alors, il y a des études qui ont montré que l'exercice isométrique soulage la douleur tendineuse. Alors, vous pouvez faire des contractions maintenues, isométriques maintenues, pendant 45 secondes et répéter plusieurs fois. Ils sont efficaces. Des études même, ils ont dit qu'il y a une disparition complète de la douleur immédiate. Il y a d'autres moyens thérapeutiques que vous pouvez utiliser pour calmer la douleur, mais qui restent sans preuve scientifique. On peut parler de la cryothérapie pour un effet antalgique, pour la réduction de l'œdème. Les ultrasons, le mode pulsé surtout, pour une action antalgique et pour une action défibrosante. Et on peut appliquer les ultrasons en faisant des légères mobilisations. Ça, c'était un conseil que Hassan m'avait dit il y a très longtemps. Je te remercie, Hassan, si tu nous suis aujourd'hui.
Il y a aussi le TINS, aussi pour un effet antalgique par théorie gaze control. La thérapie manuelle. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous êtes avec moi. La thérapie manuelle donc, peut être utile pour si jamais nous avons des restrictions articulaires. Donc, on peut effectuer des mobilisations, des techniques qu'on connaît déjà de Maitland et autres. Très bien, oui. Alors, après, les programmes de rééducation basés sur le travail excentrique ont montré leur efficacité dans le traitement de la tendinopathie. Ils permettent de restructurer la matrice, d'augmenter la production du collagène, de réaligner les fibres, d'améliorer la résistance à la traction et de supporter les contraintes imposées par la pratique sportive. Excusez-moi, je vais revenir pour le massage, pour le MTP, parce que j'ai vu une question et j'ai sauté la diapo. Les questions, je suis en train de les noter vers la fin. Non, normalement, je devais parler du massage transversal profond, mais j'ai zappé la diapo. Le MTP aussi peut être utilisé pour calmer la douleur, pour provoquer une hypervascularisation. Aussi, il peut libérer le tendon des adhérences cicatricielles et pour une action défibrosante. Mais son efficacité n'a pas été prouvée. Moi, je fais également des massages du mollet et de la plante du pied pour décontracturer un peu les muscles et l'aponévrose plantaire. Alors, pour les programmes de rééducation qui sont basés sur le travail excentrique, donc on a dit que le travail excentrique permet de restructurer la matrice, d'augmenter la production du collagène, de réaligner les fibres et d'améliorer la résistance à la traction et de supporter les contraintes imposées par la pratique sportive. Donc, il y a des protocoles qui sont très connus et qui sont valides. Donc, je commence par le protocole Stanish. Alors, c'est depuis 1980, donc Stanish et ses collaborateurs étaient les premiers à proposer un programme d'exercice excentrique pour le traitement de la tendinopathie, plus précisément la tendinopathie calcanéenne. Ce protocole se déroule sur 6 semaines, une fois par jour. Donc, le programme, il est basé sur les étirements et le travail excentrique. Donc, on commence notre protocole par un échauffement global, donc soit avec une bicyclette, 10 minutes jusqu'à 15 minutes. Et après, on commence des étirements. On fait 3 séries à 5 d'étirements, répétez, attendez. Alors là, j'ai tout zappé. Alors, on peut faire des étirements, oui, 3 séries d'étirements, jusqu'à 5 étirements, maintenus allant de 15 secondes jusqu'à 30 secondes. Suivi de travail excentrique. Donc, le travail excentrique, on utilise une marche et il doit être devant l'espalier pour maintenir l'équilibre. Donc, il place les avant-pieds et il se met sur les pointes des pieds. Puis, il descend lentement avec un seul pied. Et il refait la même chose. Donc, il faut bien expliquer aux sportifs comment faire l'exercice et surtout respecter la vitesse d'exécution parce qu'au début, on doit commencer avec une vitesse qui est très lente. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je lui demande, voilà, vous descendez, vous avez 10 secondes ou bien 15 secondes pour descendre, pour qu'il ne soit pas trop rapide. Tu lui imposes un rythme, tu lui donnes un rythme. Oui, oui. Après, on réalise encore des étirements. Donc, normalement, le travail excentrique, on va faire 3 séries de 15 répétitions par jour. Et on fait des étirements et on termine par la cryothérapie. Est-ce que le protocole était clair déjà? Non, clair. Parce que c'est le plus important de toute la prise en charge qui n'est. Tu peux revenir, Roda, tu peux le répéter une deuxième fois.
Donc, je vais revenir. OK. Alors, le protocole, il est basé sur 4 choses. Donc, d'abord, l'échauffement global, l'étirement, le travail excentrique. On fait un étirement et on termine par la cryothérapie. Alors, les séries, le travail excentrique, on fait 3 séries de 15 répétitions par jour. Et les étirements, on fait 3 séries jusqu'à 5 séries et maintenu 15 secondes jusqu'à 30 secondes. Donc, bien sûr, au début, on va commencer par 10 secondes parce que ça peut être sensible. Et après, on va augmenter la durée de l'étirement. Très bien. Il y a une certaine douleur qui est acceptable pendant l'exercice, surtout au niveau de la dernière série. Donc, Stanish, il ne tolère pas la douleur, pas comme Alfredson qu'on va voir après. Donc, la douleur doit être au niveau sur la dernière série. Si la douleur, elle est invalidante, donc ça veut dire que la charge, elle était très importante et on doit revenir en arrière. S'il n'y avait pas de douleur, ça veut dire qu'on n'était pas très efficace et peut-être qu'il faut augmenter encore la douleur. Très bien. Donc, pour la vitesse d'exécution et la charge, qu'on va augmenter petit à petit parce qu'on va aller tout doucement ces 6 semaines. Donc, seront augmentées progressivement. On commence avec le poids du corps au début et après, on place des haltères ou des choses, des poids dans un sac à dos. C'est plus pratique que des wow, un truc comme ça. Oui. Voilà, donc au début, on peut commencer avec 10% du poids du corps, après 20% du poids du corps. Alors, il y a des situations où le sportif ne peut pas faire un travail excentrique en position debout. Alors, la douleur, elle est très importante, elle est insupportable. Alors, il peut faire, ça, c'est pas le protocole Stanish, c'est mon expérience. Alors, il peut faire des exercices, il peut commencer par des exercices excentriques en position assise. Et d'abord, son poids, et après, vous mettez des poids et il fait des séries. Après, il peut faire l'exercice en position debout, mais sans utiliser la marche, parce qu'on utilise la marche pour avoir lors de l'exercice excentrique, c'est pour avoir un étirement complet. Donc, il va descendre plus du niveau de la marche. Par contre, en position debout et sur le sol, donc il va respecter, donc il va pas mettre trop de tension sur son tendon. Donc ça, c'est dans le cas où le travail excentrique n'est pas permis. Il y a aussi le protocole d'Alfredson qui est similaire au protocole Stanish, mais qui est programmé sur 12 semaines. Et il est biquotidiennement. Donc, on a dit que le protocole Stanish, c'est une fois par jour. Le protocole d'Alfredson, c'est 12 semaines, c'est le double, et il se fait biquotidiennement. 2 fois. 2 fois. Alors, le protocole recommande la réalisation de 180 répétitions excentriques par jour, réparties en 3 séries de 15 répétitions avec genou tendu et genou fléchi. Très bien. D'accord? Donc, le protocole Alfredson, il oblige les patients à poursuivre l'exercice, même en cas de douleur. Mais il faut arrêter si elle devient invalidante. Ouais. Donc, ça, c'était pour le protocole excentrique. Ouais. Protocole de rééducation basé sur le travail excentrique. Alors, il y a aussi d'autres moyens qu'on peut utiliser, comme les ondes de choc. Il y a pas mal d'études qui ont prouvé leur efficacité, surtout quand ils sont couplés à travail excentrique. Voilà. Donc, les ondes de choc, quels sont les avantages? C'est qu'ils favorisent la cicatrisation par action mécanique des fibrosantes et créent la néolésion microscopique susceptible de mieux cicatriser après, l'hypervascularisation. Elles ont aussi un effet antalgique par stimulation de la sécrétion d'endorphines et par la mise en jeu du mécanisme gate control, mais elles sont conseillées dans la tendinopathie chronique et non pas aiguë.
Très bien. Pour le crochetage, j'aimerais bien que tu nous dis quelque chose sur le crochetage. Oui, Parce que moi, ce que je fais, c'est surtout au niveau de l'insertion. Je fais le grattage. oui. Mais sinon, tu peux nous dire si tu as quelque chose à ajouter? Oui, merci. Merci de m'associer à ton live. Le crochetage, moi, ce que je peux dire, ou la fibrolyse diacutanée, c'est une technique très importante et surtout qui a montré sa validité en termes d'études scientifiques, etc. À part le grattage qu'on fait sur l'insertion, le grattage, désolé pour le terme, parce que les gens qui ne sont pas formés en crochetage, ils ne vont pas comprendre ce que c'est qu'un grattage. On fait un grattage en étoile, etc. C'est qu'on prend la spatule et on va gratter sur l'insertion pour un petit peu défibroser. On peut également aller travailler en isolant les gastronémiens du solaire. Ça veut dire qu'on va demander des contractions pour isoler d'une façon morphopalpatoire et travailler. Libérer les plans de glissement. Séparer un petit peu les gastronémiens du solaire pour redonner les plans de glissement, vu qu'on sait que le tendon, c'est l'ensemble de ces enveloppes musculaires. Donc, si on redonne le plan de glissement, un bon plan de glissement sur les gastronémiens et le solaire, ça va améliorer ainsi la mécanique du tendon. Donc, tu as raison, le crochetage, ça reste une très bonne technique. Merci, Aude. Merci à toi. Merci à toi. Et puis, on peut faire aussi la proprioception. C'est pour stimuler les mécanorécepteurs. Oui. Et la chirurgie ne doit pas être envisagée qu'en dernier recours, après échec du traitement conservateur. Donc, voilà, c'est tout pour... C'est très clair. Très bien. Donc, j'ai beaucoup de questions pour toi. D'accord, marhaba. Donc, voilà, je commence par... Voilà. La rigidité du triceps sural ou l'hypoextensibilité du triceps sural congénitale, est-ce que ça peut être une source des tendinopathies? C'est-à-dire, bien sûr. Voilà, c'est le muscle. Bien sûr. Des fois même, il y a des fois des tendons qui sont courts. Voilà. C'est congénitalement, donc ça aussi, ça peut être un facteur de la tendinopathie. Oui, très bien. Merci, Oda. Le rôle du laser en tant qu'agent physique dans le traitement des tendinopathies? Oui, peut être utilisé, mais il reste un adjuvant. Sans évidence. Oui, un adjuvant, surtout dans la phase aiguë. L'application des électrodes. J'ai deux questions qui parlent de la même chose. Il faut mettre où les électrodes quand on met de l'électrothérapie pour une tendinopathie achillienne? Alors, il y a déjà il y a, au niveau du tendon, il y a un point qu'on peut localiser. Donc, on va mettre une petite électrode au niveau du point au niveau du point douloureux et l'autre en haut. Donc, c'est un courant qui est bidirectionnel. Donc, voilà. Voilà. Très bien. Pour l'MTP, tu as éclairci tout à l'heure pour l'MTP. Oui, l'MTP, j'avais juste sauté une diapo. Voilà, la validité du protocole de Stanish. Il y a quelqu'un qui pose une question, est-ce que le protocole de Stanish est efficace? Est-ce qu'il a prouvé sa validité scientifiquement? Bien sûr. Il est très valide et il a montré vraiment beaucoup d'efficacité. Oui. Il y a beaucoup d'études qui parlent du protocole Stanish et du protocole d'Alfredson. Très bien. Encore, j'ai une question. Les étapes du traitement de l'état aigu. Qu'est-ce qu'on fait en état aigu, les étapes de traitement quand on a la tendinopathie qui est en phase aiguë? C'est ce qu'on a fait. Oui, c'est ce qu'on a fait, mais il y a quelqu'un qui pose une question. Donc, on fait tout ce protocole jusqu'à Non, ça dépend. Ça dépend s'il y a la douleur. Donc, normalement, le protocole Stanish, c'est un protocole qui peut être effectué dès la première semaine. Oui. Mais des fois, il y a des cas où c'est pas possible. Donc, il y a des douleurs qui sont atroces. Donc, on va calmer la douleur avec les moyens qu'on a. On va faire des étirements pour assouplir le tendon et aller progressivement. Oui. Même si on termine le protocole Stanish, même si ça veut dire, ou bien le protocole d'Alfredson, même après 12 semaines, ou bien 6 semaines, et après la guérison, on peut toujours autoriser, ou bien on peut toujours conseiller des exercices d'entretien. Oui. À base
l'exercice excentrique. Excentrique, voilà. Ici, il y a une question. Les ondes de choc, on les utilise dans quel but? C'est pour un effet de fibrosant, j'ai dit, c'est pour la tendinopathie chronique. Donc, on peut recréer la lésion et relancer le phénomène inflammatoire. Ils ont un effet antalgique. Donc, il y a beaucoup d'effets. Ouais. Et en plus, avec l'excentrique, elles sont efficaces aussi. En associant ça avec l'excentrique. Oui. En associant avec l'excentrique, oui. Très bien. La place de la thérapie. Alors, la thérapie, à vrai dire, je n'ai jamais travaillé avec. Et même si en faisant mes recherches, je n'ai pas trouvé grand-chose sur la thérapie, donc je ne peux pas dire grand-chose. Si toi, tu peux... Pour la je travaille avec les trois appareils qui existent sur le marché marocain, celle de BTL, et Indiba et la Winback. Je travaille avec les trois. Avec un courant écart, je vois que ça donne un résultat sur le plan douleur, mais personnellement, je ne l'utilise pas dans un but antalgique, je l'utilise plus dans un but d'élimination d'inflammation dans le tissu, dans les pourtours, etc., et pour une action défibrosante, également pour la régénération, c'est tout. Pour la douleur, parce que je vois que la douleur, c'est un allié qui nous permet aussi de régler le dosage, etc. Il ne faut pas l'éliminer deux fois. Onde de choc pour les calcifications. Oui. C'est indiqué plus pour les calcifications. Très bien. Il y a quelqu'un aussi qui pose une question très technique dans les ondes de choc. Onde de choc, il veut savoir une idée sur la pression en barre. La pression, le réglage de l'appareil en barre, combien de pression on met en barre, et la variation de cette pression au cours de l'évolution du traitement. Alors, je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'ai pas les ondes de choc. Je ne les utilise pas. Oui, très bien. Très bien. Pas de problème. On la laisse vers la fin, cette question. Une autre question. Est-ce qu'il faut éviter les sauts lors de la réadaptation du sportif? Les sauts. Les sauts. Oui. Ça dépend de comment, en phase aiguë ou bien, parce que bien sûr... vers la fin, la dernière phase, la réactivation. Bien sûr, vers la fin, le sportif, il va effectuer tous les gestes sportifs. Oui. Donc si c'est un sauteur ou... Si c'est un sportif, tous les sportifs normalement doivent faire les sauts. Bien sûr que oui. Très bien. Il y a quelqu'un qui pose une question. Le mouvement par stepper. Stepper, je pense. Les mouvements par stepper. Les steppers. Les steps, je pense. Par les steps, je pense. Pour faire quoi? Je ne sais pas. La question, elle est comme ça. Elle est toute courte. Mouvement par stepper. Nour Rachid, s'il te plaît, si tu peux refaire ta question, reformuler ta question plutôt. Une autre question. Est-ce qu'il n'y a pas de risque en travail excentrique? Je crois, Hassan, je crois, il a répondu à les ondes de choc, c'est 2000 chocs en général. Donc, il a parlé de la fréquence. Donc, peut-être il a répondu le collègue. Oui, c'est bon. Voilà. Et une autre question. Est-ce que le travail excentrique ne présente pas un risque? Je ne pense pas. Le travail excentrique, il est iatrogène. Il peut être source de lésions. Mais dans le cas de la tendinopathie, non. Parce que c'est au contraire. Donc, ça va nous permettre de renforcer le tendon et avoir plus de résistance. Voilà. Très bien. Et une autre question de Ashraf. La place du K-taping dans les tendinopathies achilliennes. Oui, le K-tape, on peut l'utiliser dans la tendinopathie achillienne. Très bien. Excellent. Voilà, il n'y a que des éloges. Après, oui, Nour Rachid, le temps nécessaire des ultrasons. Combien de temps tu appliques les ultrasons sur le tendon? 10 minutes, maximum 10 minutes. Je ne reste pas longtemps. Très bien, 10 minutes. Très bien. S'il vous plaît, Bouchama, il pose une question, s'il vous plaît. Est-ce que c'est vrai qu'il faut faire un
un grand de répétition dans le renforcement excentrique parce que dans le protocole de la FIFA médical, disent que entre 80 et 190 répétitions dans la même séance. Non, pas dans la même. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Alors, c'est pas 190, c'est plutôt 180. 180. Et c'est pas 80, c'est 90. Alors oui, parce que ça, c'est le protocole d'Alfredson. Oui. Donc, il y a 3 séries de 15 avec genou fléchi et 3 séries de 15 avec le genou tendu. Et il doit faire ça 2 fois par jour. Oui. Donc, ça va faire 180 répétitions par jour. Voilà, ça c'est pour le protocole d'Alfredson, oui. Oui, 180. Pour la question du stepper, c'est une machine à... Je pense que le stepper, c'est le 2 pédales qu'on peut mettre flexion dorsale, flexion plantaire, flexion dorsale, flexion plantaire. Il dit, est-ce qu'on peut faire ça ou... Oui, ça dépend. Donc, ça dépend du but. Donc, il faut voir pour quel but. Oui. Oui. C'est-à-dire, chez un sportif, il faut diversifier les mouvements. Donc, on peut utiliser beaucoup de choses. Une autre question, peut-on vraiment dire que les ultrasons sont efficaces dans ce cas, alors que plusieurs auteurs critiquent leur effet et les jugent inefficaces? Bien sûr, au début, j'ai dit qu'il y a des moyens kinésithérapies qu'on peut utiliser, mais qui restent sans preuve scientifique. Parmi ces moyens, j'ai parlé du MTP, des ultrasons, de la cryothérapie, de beaucoup de choses. Donc, c'est vrai. Très bien. Une question que je trouve intéressante, est-ce qu'il faut traiter la douleur du tendon en toute la chaîne postérieure, intégrer la chaîne postérieure? Toute la chaîne postérieure, c'est-à-dire tout le membre. Les ischio-jambiers, les grands fessiers, les dorsaux. Alors normalement, dans l'examen, j'avais parlé qu'il faut faire un examen qui est général, donc il faut examiner la hanche, le genou et tout. Donc bien sûr, s'il y a par exemple une hypoextensibilité au niveau des ischio-jambiers, donc, bien sûr, il faut assouplir également l'ischio-jambier, il faut assouplir toute la musculature, non seulement postérieure, mais également antérieure. Oui. C'est un travail général, donc on ne doit pas rester focalisé sur le tendon et travailler que le tendon. Il faut voir le patient, la maladie en toute sa globalité. Oui, très explicite, merci. S'il vous plaît, le protocole de reprise d'éducation, la reprise du sport, c'est quand... voilà, pour la reprise du sport. Alors, la reprise de sport, il n'y a pas vraiment un protocole. Voilà, donc, ça dépend. Oui. Standard. Donc, ça dépend de la discipline du sportif. Et les critères de la reprise de sport, c'est l'amélioration des symptômes. Donc, si les symptômes sont améliorés, ça veut dire qu'il peut reprendre le sport. Et il doit reprendre le sport progressivement. Très bien. Donc, avec la marche, au début, il peut marcher, après il peut faire des footings sur le gazon, bien sûr un plan qui n'est pas très dur, et avec un rythme qui est au début qui est long, puis après un rythme rapide. La durée peut être 10 minutes au début, mais vous augmentez petit à petit la fréquence. Donc c'est comme ça, il faut que ça soit progressif. Mais sinon, il n'y a pas vraiment un protocole standard. Très bien. Très bien, merci. Donc, je pense que c'est tout ce qu'il y a comme question pour aujourd'hui. La question tout à l'heure pour la pression en barre, je pense que j'ai déjà vu sur voilà, une étude qui parle de la pression parce qu'un appareil est paramétrable de 1 jusqu'à 4 à 5 barres dans certains appareils. La plage de la pression la plus optimale qui donne des résultats, c'est entre 2,8 à 3,5, c'est une plage qui donne plus de résultats, je pense, à mon humble connaissance. C'est ça. Et voilà, il y a quelqu'un qui précise, voilà, Billy Que, qui dit pour la fréquence, c'est autour de 200 voilà, coups, oui, 2000 coups plutôt, a dit Hassan. Au début, la pression entre 1,5 et après, ça sera 2,5 bars, oui.
Voilà, D'accord. après, il n'y a que des remerciements. Merci Houda, merci. Merci beaucoup. Donc, Merci beaucoup. Merci à vous. voilà, merci beaucoup Houda pour cette intervention brillante, explicite et claire. Ce qu'on a besoin, c'est ça, c'est être direct vers le but, simple, clair. Je te remercie beaucoup. En plus, pour ce partage d'expérience, une longue expérience avec un sport qui se considère la maman des sports, c'est l'athlétisme. Voilà, qui est la source de beaucoup de sports. Merci beaucoup. Et je remercie tous les participants qui sont en train de nous suivre aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous lundi, Inch'Allah. Le programme, je rappelle un petit peu le programme de la semaine prochaine. On aura plusieurs thématiques chaud bouillantes en kinésithérapie. Donc, on aura les techniques myotensives avec Science Azmour. On aura l'intervention de Hassan Bedra aussi. Je laisse son sujet comme surprise. Il va parler des phares. Je vois qu'il lui met trois cœurs vert, blanc et rouge. Et on aura l'intervention d'une éminente kinésithérapeute spécialiste en neurologie. C'est Madame Sherifa Moujahid, qui est spécialiste en neurologie et en neuropédiatrie, qui va nous parler d'une pathologie en neurologie. On aura également l'intervention de Simon Lombard, qui va nous parler de l'outlet syndrome, ou de ce qu'on appelle le déficit de la traversée thoraco-brachiale. Un sujet chaud bouillant aussi, très mal pris en charge par certains, mais qui nécessite beaucoup d'éclaircissement. On l'aura avec nous vers la fin de la semaine prochaine. Et puis, on a Madame Debar avec nous dans la troisième partie, la troisième intervention sur la périnéologie, une experte qui ne cesse de briller dans ce domaine. Donc, la semaine prochaine, on aura aussi des interventions aussi intéressantes comme la tienne, Houda. Et je remercie tout le monde et tous les participants. Allez, merci à tous. Yallah, allez, merci. ciao. Au revoir.